0 mois, alors je retente d'inviter Elodie. Elodie, est-ce que tu es là? Oui, c'est toi. Ça y est, tu me vois, tu m'entends? Je te vois, je t'entends, c'est formidable. Merci. Alléluia. J'adore les joies des aléas. Dépendante de la technologie, finalement. Ça va? Oui, ça va, et toi? Eh ben, écoute, ça va. Je suis ravie que tu sois présente ce soir. Moi, j'ai eu déjà l'occasion de me présenter. Je ne vais pas recommencer, hein. Ok, alors moi, j'ai bien suivi, du coup, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'attendais. Eh ben, écoute, pas grand-chose, hormis le fait que je me sois présentée, que j'ai présenté un petit peu la guilde, et que du coup, j'expliquais que ce soir, tu allais en fait nous expliquer en quoi la photothérapie allait accompagner, en fait, accompagne à s'aimer pour de vrai. Mais déjà, avant toute chose, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, et puis nous expliquer c'est quoi la photothérapie. Tout à fait, vaste programme. Ah, Donc, bonjour à tout le monde. Je suis également extrêmement heureuse d'être avec vous et de partager tout ce qu'on va partager ce soir pour que la photothérapie se diffuse et soit de plus en plus connue. Donc, je m'appelle Élodie Sueur-Monsner, je suis experte en libération émotionnelle. J'ai créé une méthode de libération émotionnelle que je pourrais appeler maintenant plutôt la thérapie par l'image, dans laquelle il y a de la photothérapie et plein d'autres outils. Donc la photothérapie, c'est une méthode thérapeutique qui va utiliser la photographie ou des images, soit extérieures, comme le miroir, la photographie, des choses comme ça, ou soit des images intérieures, des photographies intérieures qui peuvent être de l'imaginaire, de la visualisation, qui vont permettre en fait, comme un miroir, c'est-à-dire en regardant une photographie, ça va venir déclencher en miroir nos propres émotions. Alors, à ne pas confondre avec l'art-thérapie. L'art-thérapie, en fait, on va faire de la photo à nos clients, à nos patients, pour qu'ils puissent libérer des émotions en faisant eux-mêmes de la photographie. Moi, ce que j'ai créé, la photothérapie que j'ai créée, c'est pas du tout ça. En fait, c'est le praticien, le photopraticien, qui va prendre en photo la personne et qui va l'inviter à se regarder. Et en se regardant, en se confrontant à sa propre image, en fait, ça va sur une photographie. En fait, une photographie, c'est quoi? C'est une pellicule couverte d'émotions. Quand on va faire une photo, en fait, on va capturer sur la photo, on va capturer ce qui est visible, c'est-à-dire la personne, les paysages, des choses comme ça, mais aussi l'invisible. On va capturer des émotions, de l'énergétique, des sensations. Hein. Et en fait, quand on va regarder une photo, eh ben en fait, c'est tout ça qu'on va voir. C'est autant le visible que l'invisible et qui va venir en miroir déclencher en nous nos propres sensations, nos propres émotions. Donc, c'est ultra puissant, ultra libérateur. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va être très direct. Moi, j'appelle ça la confrontation bienveillante. Hein, parce que c'est quand même très confrontant. Ouais, moi je vais juste rajouter que j'appelle le desktop enfin, quand on est en errance thérapeutique, pour moi c'est à mon sens le desktop, c'est hyper efficace. Enfin voilà, en tout cas, voilà, pour avoir testé et que tu dis ça, parce que moi j'ai une amie Olga qui dit qu'elle m'appelle la finicheuse. ça vient finir ce qui a pas été fait, quoi. Ah, ça m'étonne pas du tout. C'est très très puissant. Ouais. Donc en fait, déjà on peut dire qu'est-ce que c'est que s'aimer. Moi je trouve ça un peu vague comme concept, dire s'aimer. Moi je vais vous proposer ma vision à moi de l'amour, et puis après chacun en fera bien ce qu'il en veut. Pour moi, s'aimer, c'est accepter toutes les parties de nous. C'est-à-dire les parties sombres, négatives, égotiques, qui ne sont pas dans la bonne morale ou dans la bienséance ou dans ce qu'on attendrait de nous. Et tout autant également les choses positives, les qualités, la lumière. Bon, ça, c'est pas très difficile à accepter. Par contre, ce qui est compliqué à accepter, c'est tout ce qu'on veut pas voir, tout ce avec quoi on va être en résistance, on va être en déni, parce que ça va faire mal, parce qu'on veut pas être ça, parce que on se reconnaît pas.
Et en fait, s'aimer pour moi, c'est accueillir totalement ce qu'on est dans toutes les parties de soi, sans vouloir se changer, sans vouloir être autre chose que ce qu'on est, mais s'accueillir avec bienveillance, avec empathie, autant dans son ombre que dans sa lumière. Donc déjà, voilà, pour moi, c'est ça, s'aimer, c'est s'accueillir, en tout cas. Donc ça veut dire ne pas se juger, ne pas vouloir paraître, faire semblant, être une bonne personne, hein, puisque on n'est pas des bonnes personnes, on est des bonnes et des mauvaises, hein, on est dans un monde de dualité, donc le jour ne va pas sans la nuit, donc on ne peut pas être une bonne si on n'est pas une mauvaise personne. Enfin, les deux vont ensemble, sauf que la plupart des gens, ils veulent être que des bonnes personnes. Sauf que c'est pas possible et que on est les deux. Donc s'aimer, c'est aussi accueillir la soi-disant mauvaise personne, parce qu'il n'y a pas de mauvaise personne, hein, en réalité. Il y a juste des parts de nous à faire passer dans la lumière, c'est tout. Et donc, pour moi, en tout cas, ce qui crée la majorité de nos souffrances, de nos blessures, de nos problématiques, justement, c'est de ne pas accepter ce qui est. C'est-à-dire de ne pas accepter la réalité. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Pour moi, une émotion, c'est un déni de réalité. C'est-à-dire que je ne vais pas accepter quelque chose. Du coup, ça va créer un conflit intérieur. Du coup, ça va créer une émotion négative. Si j'accepte la réalité, il n'y a pas de conflit intérieur et ça va créer une émotion positive. Donc ça, c'est très important à comprendre puisqu'en photothérapie, on va aller chercher à libérer les émotions justement pour dénouer les conflits. Hein, puisque derrière une émotion, il y a un conflit. En tout cas, une émotion dite négative. Encore une fois, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas d'émotion positive. Elles sont toutes importantes puisqu'elles viennent nous donner une information sur quelque chose. Hein. Mais en tout cas, pour que ça soit clair pour tout le monde, pour moi, en tout cas, c'est ce que je vérifie depuis plus de 10 ans dans mon cabinet, une émotion négative, c'est un déni de réalité. Je n'accepte pas ce qui a été fait, ce qu'on m'a dit, ce qui s'est passé, parce que c'est trop dur, ça fait trop mal, ce n'est pas croyable, ce n'est pas acceptable, donc je ne l'accepte pas. Donc du coup, je crée un conflit intérieur, et ce conflit intérieur va déclencher de la tristesse, de la colère, de la peur, voilà, toutes ces émotions négatives. Et d'ailleurs, moi, je vais aller encore plus loin, parce que pour moi, il n'y a pas d'émotion positive, parce que pour moi, la joie, l'amour, c'est notre état naturel. C'est ce qu'on est en fait quand on arrive, c'est ce qu'on devrait être. Et si justement on n'est plus dans cette joie, dans cet élan de vie, dans cet amour, et ben, c'est qu'il y a eu un déni de réalité. Il y a quelque chose qui n'a pas été accepté, il y a quelque chose qui a été nié, quelque chose qui est en résistance, il y a quelque chose qu'on ne veut pas accueillir. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter et subir. Enfin, oui, il faut tout accepter, mais pas forcément subir. Hein, c'est-à-dire que quand je dis accepter, ça veut dire accepter ce qui est. C'est-à-dire ne pas chercher à le rejeter, résister, le nier. Hein, c'est-à-dire, mon patron m'a licencié, je l'accepte. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à faire comme si de rien, à pas entendre, à pas voir, tu vois. Ouais, à vivre l'émotion, quoi. Hein, à vivre le truc, quoi. Vraiment à aller se confronter. Ouais, je le reconnais. Voilà. Ensuite, peut-être que j'en pouvais plus de travailler et que ça va déclencher une émotion positive parce que je l'accepte totalement et ça va me créer de la joie. Ce qui était mon cas quand je me suis fait virer de l'agence de multimédia pour laquelle je travaillais parce que j'en pouvais plus. Ou alors, je ne vais pas l'accepter, ce n'était pas prévu, je n'y attendais pas et je vais nier, je ne vais pas accepter cette réalité et ça va créer de la colère, de la peur, X émotions négatives. Mais alors voilà. Du coup, c'est qui les personnes qui viennent te voir? À qui tu t'adresses exactement? Tu as un profil, je pense, de personnes qui viennent te voir. Tout à fait. Alors, moi, je m'adresse à tout le monde. Mais pour l'instant, dans mon cabinet, c'est pas tout le monde qui vient. C'est majoritairement des femmes entre 25 et 55 ans qui ont déjà pas mal travaillé sur elles, mais qui malheureusement n'ont pas été amenées à la source de leurs problématiques, n'ont pas été là où les émotions étaient bloquées, n'ont pas été à la source du conflit, et du coup sont un peu en errance thérapeutique depuis
nombre d'années. Et donc, elle vient de me voir un petit peu parce que la photothérapie... Alors, je ne suis pas que photothérapeute, hein, je suis thérapeute du corps et de l'image. Donc, j'ai pas que des gens qui viennent pour la photothérapie. Mais en tout cas, on vient me voir parce que c'est un peu nouveau, on ne connaît pas, on n'a plus rien à perdre. Et on se dit, bon, je vais tenter le tout pour le tout, simplement parce que ça leur parle, parce que voilà, elles ont envie d'essayer. Mais il faut savoir que des gens qui sont prêts à venir se voir en photo, c'est des gens qui sont prêts à se regarder dans tous les sens du terme. Donc, c'est des gens qui sont prêts à s'affronter, qui sont prêts à y aller, qui sont prêts à se libérer, qui sont prêts à guérir. Hein. Donc, ce sont majoritairement des femmes. Moi, ma porte d'entrée, c'est le corps, hein, puisque le corps, c'est le siège des émotions. Donc, c'est par là qu'on part. Moi, mes parents sont psy. Et donc, du coup, moi, j'ai connu la thérapie dite classique très jeune. Et je trouvais qu'il y a quelque chose qui n'aboutissait pas. Il y a quelque chose qui faisait qu'on ne guérissait pas. Et donc, moi, ce que j'ai créé justement dans ma méthode en photothérapie, c'est cette partie qui passe par le corps, qu'il n'y a pas pour moi dans les thérapies classiques, qui est très mentale. Mais pour moi, la guérison, elle passe par le corps puisqu'elle passe par la libération émotionnelle. Donc, ma porte d'entrée, c'est le corps avec les émotions. Et donc, c'est beaucoup de femmes qui viennent pour des troubles du comportement alimentaire, pour le fait qu'elles ne s'aiment pas, qu'elles n'aiment pas leur image, qu'elles n'aiment pas leur corps. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre elles qui ont vécu des violences sexuelles ou des abus sexuels, mais qui n'en ont pas forcément conscience ou qui n'ont pas été amenées justement à cette source de conflit pour X raisons, parce que la société dans laquelle on vit est plutôt en déni et nombre aussi de praticiens sont en déni de ça, puisqu'il faut avoir fait le chemin soi-même pour pouvoir accompagner ces patients. Donc, c'est majoritairement des femmes qui ont une problématique avec leur corps et qui n'ont pas été amenées à la source du véritable conflit. Parce que quand on a l'émotion, on est évidemment en conflit. S'il n'y a pas d'émotionnel, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, la photothérapie, et c'est ça qui est génial, qui est hyper efficace, qui est hyper direct, c'est que la photo, elle amène directement au conflit, à la source du conflit dans l'émotionnel. Donc, quand on se regarde, ça va venir comme des pop-corn, libérer l'émotionnel. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir accès au conflit. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est très efficace, c'est très direct, ça va droit au but. Et une fois qu'on a accepté de vivre l'émotion et de dénouer le conflit derrière, parce qu'il ne s'agit pas juste de vivre l'émotion. Hein, j'entends beaucoup sur les réseaux, il faut vivre l'émotion. Pas que, ça ne sert à rien. Il faut vivre l'émotion pour avoir accès au conflit. Et ensuite, on va réinterpréter le conflit, puisque la plupart de nos émotions, elles ont été créées dans l'enfance. Hein, quand on est un enfant, en fait, on n'a pas la capacité psychique, émotionnelle, intellectuelle de faire des bonnes interprétations de la réalité, de pouvoir accepter la réalité. Par exemple, si j'ai 5 ans, que mes parents divorcent et puis que mon père disparaît, c'est-à-dire que je suis amenée à plus le revoir, je n'ai pas la capacité de pouvoir dire et de remettre en question mes parents. Donc, pour pouvoir accepter la réalité, par exemple, je vais dire que c'est de ma faute. Je vais retourner les choses contre moi, hein, puisque je n'ai pas cette capacité. Donc, je vais interpréter la séparation de mes parents comme étant de ma faute. Donc, si je ne réinterprète pas la réalité ensuite dans une posture d'adulte, avec un ego d'adulte, avec une maturité d'adulte, toute séparation, je vais la vivre comme étant de ma faute, parce que je ne suis pas assez bien. Tu comprends? Donc, il faut vivre les émotions, mais il faut réinterpréter le conflit derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, j'ai expérimenté. Enfin, en tout cas, pour avoir expérimenté, c'est extrêmement puissant et j'avoue que c'est bluffant. Enfin, c'est bluffant. Et du coup, concrètement, enfin voilà, parce qu'il y a plusieurs choses en photothérapie. Il y a la photothérapeutique aussi. Et c'est quoi la différence en fait c'est quoi en fait? T'apportes quoi par rapport à Alors, ça c'est merci parce que tu me lances une perche magnifique. On est en train d'écrire le livre avec Priscilla Gissot, justement. Priscilla qui elle spécialise de la photographie thérapeutique et moi de la photothérapie. Et donc on va sortir le livre aux éditions Erol en mars 2025. Okay, donc super. La différence, c'est que la photographie thérapeutique, en fait, c'est une séance photo dans laquelle on va mettre en scène, sublimer, il va y avoir du maquillage, il va y avoir de la coiffure, il va y avoir des habits pour se voir différemment. Donc c'est assez génial
pour démarrer un travail. Peut-être, par exemple, si ça fait longtemps qu'on a une mauvaise image de soi, qu'on a du mal à se regarder, et ben on va faire un shooting photo où on va se voir autrement, on va se voir jolie, belle, embellie, différente ou pas, dans des habits qu'on n'a pas l'habitude de porter, dans des thèmes différents. Ou Priscilla, par exemple, justement, elle a ce talent d'aller nous faire des choses auxquelles on n'aurait jamais imaginé. Peut-être même aller jusqu'à faire du nu et se voir sublimer autrement. Donc, c'est extrêmement puissant pour réparer l'estime de soi, par exemple, pour avoir une autre image de soi, une image positive de soi. Ça va vraiment travailler à donner une image positive de soi. J'espère que j'explique bien et que Priscilla serait d'accord avec ça. Sinon, il faudra lire le livre. Et la photothérapie, c'est une thérapie. C'est pas une séance photo, ça va se dérouler sur plusieurs séances. J'ai construit cette méthode avec un déroulé, avec des étapes, avec un crescendo. C'est-à-dire que moi, par exemple, contrairement à Priscilla, moi, je fais jamais de photos la première séance. Jamais. La première séance, pour moi, j'ai appelé ça le diagnostic. C'est une séance qui sert à se rencontrer, qui sert à créer le lien thérapeutique, qui sert à comprendre la problématique de la personne, où je vais pouvoir lui expliquer ce que j'ai compris, comme une enquête. On va essayer de comprendre, parce que une émotion, en fait, elle se crée à un jour précis, à un moment précis, en réaction à quelque chose de précis. Donc, le diagnostic, il va servir à retrouver ce moment où s'est créé le conflit. Il faut qu'on retrouve le moment, l'événement. Il faut qu'on fasse le lien avec ce qui a créé ce conflit et l'émotion. Et ensuite, une fois qu'on a retrouvé ça et qu'on a compris, je vais proposer plusieurs outils. Justement, comme je t'expliquais au début, avec soit des images extérieures, soit des images intérieures. Donc, je vais utiliser la photographie, mais je vais utiliser aussi le miroir, surtout pour le corps. Je vais utiliser la photographie pour le visage, avec le portrait thérapeutique. Et puis, le travail du corps miroir avec le corps. C'est exactement le même travail, c'est-à-dire qu'on va se regarder et en miroir, il va y avoir une libération émotionnelle très puissante qui va venir raconter notre histoire, justement retrouver les moments où les émotions se sont créées pour pouvoir les dénouer, les réinterpréter. Mais donc, du coup, j'utilise aussi la visualisation. Ça va être des images intérieures. C'est très puissant aussi pour aller chercher un bénéfice secondaire à quelque chose. Donc, j'utilise plein d'outils, mais c'est toujours la confrontation à l'image. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé plus puissant. Et Dieu sait que ça fait 25 ans, 30 ans que je travaille sur moi, que je cherche à comprendre comment on guérit, qu'est-ce qui guérit. Je travaille avec des guérisseurs, avec des chamans. J'ai été dans des états de conscience modifiés. Enfin, vraiment, j'ai essayé beaucoup de choses. Et j'ai pas peur de dire qu'à ce jour, je crois que je n'ai pas trouvé mieux pour venir déclencher les émotions de façon aussi puissante et efficace. C'est très, très puissant. C'est pour ça que il faut se former et donner un cadre sécurisant et bienveillant et non jugeant pour que la personne puisse être en sécurité pour pouvoir le faire. Voilà. Mais moi, la question, du coup, moi, évidemment, je connais, mais voilà, mais ça vient d'où? Parce que tu vois, c'est pas, comment elle était venue cette idée de photothérapie? Oui. Alors en fait, j'étais photojournaliste et donc j'étais photographe et je faisais des reportages pour les magazines. Et un jour, mais en même temps, j'étais aussi, parce que j'ai fait 10 000 métiers, j'ai une vie un peu bizarre. J'écrivais pour le cinéma et sur un plateau de tournage où j'avais écrit des dialogues, j'ai rencontré une comédienne qui était assez mince, comme la plupart des comédiennes. Et puis, je l'ai revue à la fin de quelques mois plus tard, je crois que c'était sur la fête de fin de tournage, je sais plus, et elle avait pris beaucoup de poids. Suffisamment pour que je me permette de lui demander ce qui s'était passé et pourquoi elle avait pris autant de poids. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle en avait marre d'être au régime, elle en avait marre de contrôler son corps, de tyranniser son corps pour essayer de rentrer dans cette fameuse taille 36, le Graal à atteindre pour beaucoup de femmes, et qu'elle avait décidé d'arrêter d'être au régime, qu'elle était au régime depuis qu'elle avait 9 ans. Et là, elle en avait 22, je crois. Et donc, du coup, son corps, il a explosé puisqu'elle était en
en restriction cognitive, hein, c'est-à-dire qu'elle était en mode famine, donc dès qu'elle se contraignait, elle maigrissait, mais dès qu'elle remangeait normalement, son cerveau ne sachant pas quand est-ce qu'il allait remanger, il la faisait manger 2 fois plus, donc elle était en mode yo-yo, et donc elle a pris une quinzaine de kilos à peu près. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable, je connais pas une femme autour de moi, et moi la première, qui accueille son corps de femme en fait. On est toutes au régime, on veut toutes le changer, maigrir. Enfin, c'est pas possible quoi. Moi j'ai été élevée à l'aspartame et au fromage blanc. Mes grands-mères étaient au régime, ma mère. Enfin, c'est un délire en fait. Et donc je me suis dit mais là il y a un phénomène de société que j'ai envie de comprendre. Et donc je propose à Chloé de la suivre en reportage et d'aller essayer de comprendre pourquoi les femmes dans notre société occidentale, dans notre société patriarcale, on n'arrivait pas à accueillir notre corps de femme. Et donc, elle m'a dit OK. Elle m'a ouvert les portes de son intimité. Et donc, je l'ai suivie en reportage pendant environ 6 mois. Et pendant le reportage, j'ai pris conscience que quand je la photographiais ou quand elle regardait les photos, il y avait énormément d'émotions qui émergeaient. Donc, soit elle rigolait, elle avait des fous rires, tantôt elle se mettait à pleurer, tantôt elle était super en colère, tantôt elle était déprimée. En tout cas, j'ai pris conscience que la photographie était un puissant révélateur d'émotions. Puis, suite au travail qu'on a fait ensemble, elle a perdu 20 kilos à peu près. C'est là où j'ai compris la notion de kilo émotionnel. C'est-à-dire que comme on avait libéré, sans le savoir, hein, toutes les émotions qu'elle mangeait, on va le dire comme ça, qu'elle avait stockées, et ben son corps n'avait plus besoin de prendre en charge à sa place ses émotions. Elle n'avait plus besoin de les anesthésier et elle n'avait plus besoin de les stocker puisqu'on les avait libérées. Voilà. Donc c'était quand même assez incroyable comme découverte. Et puis c'était tellement incroyable comme histoire qu'elle en a fait un livre. Ouais. Et à la sortie du livre, en fait, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont écrit et qui voulaient que je fasse ce que j'avais fait avec Chloé. Donc au début, je savais même pas ce que c'était moi, et j'ai un peu refusé. Et puis au bout d'un moment, j'ai accepté. Bon, j'étais quand même passionnée par le développement personnel depuis que je suis toute petite. Moi, hein, j'ai toujours eu cette quête de comprendre la guérison. Donc j'avais quand même pas mal d'outils dans ma besace. Mes parents sont psy, le cabinet de ma mère était à la maison, donc j'ai quand même écouté beaucoup de séances et essayé de comprendre quand même beaucoup de choses. Donc j'étais quand même pas non plus novice en la matière. Donc, j'ai fini par accepter. Et puis, j'ai construit cette méthode justement avec tout mon parcours thérapeutique à moi, l'école de la vie qui a été la mienne et qui a quand même été assez intense et difficile, et mes premières patientes. Donc, j'ai construit comme ça petit à petit cette méthode parce que j'ai pris ce que je trouvais qui avait marché pour moi et je voulais que ça passe par le corps parce que pour moi, la guérison n'est possible que quand ça passe par le corps. Et en Occident, le corps, il est quand même pas mal oublié, malheureusement. Ouais. Alors heureusement, hein, maintenant, il y a beaucoup de thérapies qui ont émergé et qui passent par le corps, et c'est tant mieux. Hein. Il n'y a pas que la photothérapie, bien sûr. Donc voilà, comment j'en suis arrivée à là. Et puis, ça a marché tout de suite. En fait, j'ai arrêté le photojournalisme pratiquement tout de suite parce que j'ai eu énormément de demandes. J'ai eu énormément de presse, de médias, comme c'était nouveau. Il y a eu beaucoup d'engouement. Et puis après, on est venu me chercher pour l'enseigner et la transmettre. Voilà. Et pour le coup, maintenant, tu sais combien il y a de praticiens, enfin de personnes formées à la photothérapie? Parce que j'en sais rien. Je dirais, ça fait à peu près. J'ai commencé en 2017. Donc, je sais pas, il doit y avoir quand même presque 500 personnes maintenant. Ouais, super. Après, tout le monde n'a pas fait de la photothérapie après les formations, mais il y en a quand même beaucoup qui en font. Puis il n'y a pas que moi qui forme, hein. Il y a d'autres gens, mais en tout cas, moi, je pense que j'ai dû former pas loin de 500 personnes maintenant. Ok, génial. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai testé, j'ai fait ta formation. Quoi qu'il arrive, on vit le processus parce que du coup on teste, hein, on fait tout, hein, on passe par là, donc c'est attesté, c'est extrêmement puissant et je pense qu'on en ressort très différent après tes 3 modules de formation. Enfin, moi je trouve ça bluffant. C'est quelque chose que j'utilise aussi moi dans mes accompagnements et clairement oui, c'est waouh quoi. Enfin, en tout cas. Tu as raison de préciser pour moi parce que ce qui est très important dans la formation, c'est que les gens vivent l'expérience. Déjà, pour moi, tu peux pas accompagner au-delà de ce que
de là où tu as été toi-même. Mm. Donc, c'est très important que si tu veux accompagner les gens, il faut que tu travailles sur toi et que tu es toi-même. Alors, pas tout libérer, bien sûr, c'est pas possible, mais quand même dégager pas mal de choses. Et puis, c'est très important que tu fasses l'expérience de ce qu'ont vivent tes clients. Mm. Que tu comprennes la puissance et l'intensité de la libération émotionnelle. Donc, dans ce premier module, tous les stagiaires, en fait, passent par les outils pour les vivre eux-mêmes. Donc, c'est comme s'ils passent un peu dans une machine à laver. Parce qu'en fait, les gens, quand je les ai au téléphone avant, oui, mais j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de choses. Et je suis oui, mais vous allez voir, c'est au-delà de ce que vous imaginez, c'est très, très puissant. On va aller exactement là où ça se passe. Et ça, je suis sûre que vous n'y avez pas été comme ça. Et donc, les gens, effectivement, à chaque fois, sont très surpris de l'intensité, de l'efficacité des outils. Donc, ce premier module, il sert à vivre les outils. C'est-à-dire que c'est moi qui pratique sur les gens pour leur montrer comment on fait et qu'ils le vivent eux-mêmes. Ensuite, tu as ce module 2, qui est un module où je vais vous transmettre tout ce qui me semble essentiel que vous connaissiez en connaissance, mais pas que thérapeutique. On va aborder la physique quantique, de la spiritualité, de l'énergétique, évidemment de la thérapie, de la psychopathologie. Mais pour moi, aujourd'hui, s'arrêter juste à la thérapie classique, la psychothérapie, c'est trop petit en fait. Aujourd'hui, on en est aux thérapies quantiques. Donc, il faut aller plus loin que ça en fait. Il faut pouvoir aller dans l'invisible aussi parfois, dans l'énergétique, dans des questions existentielles, pour pouvoir mettre du sens à des choses qui sont justement pas acceptables et qui nous amènent dans des dénis de réalité en fait. Parce que c'est ça qui crée toutes les problématiques, c'est de ne pas accepter ce qui s'est passé en fait. Il y a des choses qui sont pas croyables. Quand on a vécu des violences sexuelles de la part de quelqu'un de proche, d'un parent, ce n'est pas croyable. Pourtant, c'est arrivé. Ouais. Donc, tant qu'on n'accepte pas la réalité, même si elle n'est pas croyable, même si elle est insupportable, même si elle n'est pas acceptable, eh ben, ça crée le conflit. Donc, justement, dans ce module 2, j'aborde tout ça, j'aborde la mémoire traumatique, j'aborde la victimologie, parce que je trouve que la grande problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de gens formés à la mémoire traumatique. Or, la majorité des gens qui vont en cabinet ou en cuisine thérapie ont des mémoires traumatiques, sauf qu'il y a très peu de gens qui savent ce que c'est, il y a très peu de gens qui savent l'aborder, qui savent reconnaître les symptômes. Or, moi, c'est 99% des gens qui viennent me voir en photothérapie. À partir du moment où on a des troubles du comportement alimentaire, qu'on a des symptômes corporels, qu'on a des angoisses, qu'on a des peurs, qu'on a des problématiques, on est pratiquement sûr d'avoir une mémoire traumatique en fait. Parce que la mémoire traumatique, elle est créée face à quelque chose de trop violent. Je ne sais pas si tu vois la société dans laquelle on vit. La violence, on la prend tout petit déjà. Et comme quand on est petit, on n'a pas la maturité, notre cerveau il se termine vers 25 ans. De 0 à 25 ans, on ne peut pas accueillir la violence. L'humain, il n'est pas fait pour la violence. Il ne sait pas quoi en faire. Il ne peut pas la gérer, en fait. Donc, quand on ne peut pas gérer quelque chose, ça passe en mémoire traumatique. Et en amnésie traumatique. Et puis après, il y a tout type de violence, parce que j'imagine que dans les yeux d'un enfant, il y a peut-être des choses qui vont paraître complètement anodines, tu vois, dans les yeux d'un adulte. Je veux dire, quand on parle de mémoire traumatique, il y a ça aussi qu'il faut voir aussi. Ne serait-ce que déjà, empêcher un enfant de vivre une émotion, c'est une violence. Oui, c'est ça. Il y a Catherine Guéguen, qui est une grande spécialiste de la maltraitance ordinaire chez les enfants, qui a recensé justement toutes les formes de maltraitance. Mais même moi, il y a des choses, c'était tellement intégré que j'aurais même pas vu que c'était une violence. Donc, pas crier, alors taper, j'en parle pas, violence sexuelle, j'en parle pas, mais empêcher de s'exprimer, empêcher de vivre une émotion, être assis toute la journée à une table, ne pas pouvoir bouger, enfin, tout ça, c'est de la violence en fait. Et nous, quand on pense à ça avec notre regard d'adulte, tu le dis très justement, ça semble pas grand-chose. Alors que pour un enfant, c'est son monde qui s'écroule en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, une absence, il y a tout qui s'écroule pour un enfant, un parent qui est pas là. C'est des conséquences pour toute sa vie en fait. Donc oui, la mémoire traumatique, elle est créée par toute forme de violence et des violences bien plus qu'on imagine. Tu vois. Donc, en tout cas, dans ce module 2, je vais justement transmettre tout ça. Et puis, le module 3, c'est un module pour pratiquer
C'est-à-dire que pour moi, il est inconcevable que les gens repartent sans avoir déjà pratiqué. Donc, ils vont pratiquer tous les outils. Et donc, on va utiliser encore la matière des stagiaires pour pouvoir continuer à libérer. Donc, c'est vrai que le dernier jour, vous êtes au bout du rouleau. On est vidé. J'avoue, pour avoir testé tous les outils, ouais, je me souviendrai vraiment de ce module 3. Ouais. C'est très puissant, c'est très libérateur. Mais en tout cas, ça vous permet de repartir et de commencer à travailler directement et d'accueillir des patients, des clients, vous les appelez comme vous voulez, à votre niveau, là où vous en êtes, puisque les outils s'adaptent aux patients et aux thérapeutes. Parce que moi, mon but, c'est que vous fassiez vôtre, c'est-à-dire que vous l'adaptiez à votre personnalité. Vous verrez, il y a des outils qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Il y en a certains qui vous feront peur, d'autres que vous allez adorer. Et que vous repartiez avec la capacité de pouvoir pratiquer déjà tout de suite après la formation. C'est quand même très important. Ouais, ça, on peut le mettre en place tout de suite. Après, il faut oser, c'est juste ça. Parce qu'il y a des personnes, je pense, qui n'osent pas derrière alors, se lancer. Super, hein, il faut redescendre. Hein. On n'a pas le pouvoir de guérir quelqu'un ni de tuer quelqu'un, en fait. On n'a aucun pouvoir sur l'autre. On a juste la capacité de lui proposer un accompagnement. Donc, voilà, on redescend, on n'est pas Dieu. Nous, notre responsabilité, c'est d'offrir un cadre bienveillant, sécurisant, non jugeant, dans laquelle la personne, elle va pouvoir libérer ses émotions et réinterpréter ses conflits. Mais c'est pas nous qui allons la guérir, c'est elle. Nous, on n'a absolument pas ce pouvoir. Hein. Donc, le saboteur et l'illégitimité, il faut arrêter parce que de toute façon, on n'a pas ces pouvoirs. Hein. Non, mais c'est bien de le préciser. Proposer. Et puis, si la vie nous amène du monde, c'est sûrement qu'on en est capable et on est toujours bien plus capable que ce qu'on pense, en général, de faire. Hein. Et puis, on n'est pas obligé d'aller dans des choses très, très profondes. On peut, au début, commencer par des choses plus superficielles, juste de l'image, des choses moins profondes. Et puis, de toute façon, une formation, ça suffit pas. Il faut se former à plein d'autres choses, se nourrir de plein d'autres choses, comme la cuisine-thérapie, par exemple, l'EFT, toutes les thérapies comportementales, du corps. Enfin, il faut se nourrir et se former en permanence, de toute façon. Et du coup, ce serait quoi les limites, tu vois, justement, à la photothérapie? Franchement, alors, bien évidemment, on ne travaille pas avec des gens qui ont des maladies mentales. Ça, c'est clair et net. On travaille avec des gens névrosés comme nous. Névrosés, ça veut dire qui ont conscience qu'ils ont une problématique et que la réalité n'est pas altérée. Hein, c'est-à-dire, j'ai un problème, mais je sais que j'ai un problème. Donc, on ne travaille pas avec des gens qui sont psychotiques, qui sont bipolaires ou schizophrènes. Ça, c'est non, absolument pas. Après, on peut travailler en association avec un psy, si on n'est pas psychothérapeute soi-même, avec un psychiatre, avec une nutritionniste. On peut faire plein de collaborations, en fait. Donc, moi, la limite, c'est ça. C'est-à-dire, on ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas dans la réalité. Mais après, encore une fois, tout est possible. Moi, la thérapie, justement, elle peut durer Moi, je dirais que la photothérapie, c'est minimum 3 séances. Jusqu'à, j'ai des personnes avec qui ça fait 2 ans que je travaille. Parce que on va très loin, parce qu'on va aller libérer les émotions, les conflits qui sont très profonds, qui sont très douloureux et qui sont longs à dénouer. Donc, ça prend du temps. Mais moi, je dirais qu'il faut quand même 3 séances minimum pour pouvoir, comme on ne fait pas de photos à la première, de toute façon, on en fera à la deuxième ou à la troisième. Donc déjà, c'est une thérapie, c'est pas un one shot. Voilà. Donc, la limite, c'est déjà ça. C'est qu'il faut que la personne, elle ait envie de prendre le temps d'aller dénouer les choses. Ça prend un petit peu de temps quand même. C'est pas magique, hein. Non, heureusement. Mais et du coup, c'est quoi tes plus grosses transformations? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué quand t'as voilà. Tu sais, moi, j'ai la chance par ce métier d'entendre des histoires incroyables toute la journée, en fait. Enfin, j'entends des histoires folles, des choses que tu peux même pas imaginer que ça existe. Autant dans les belles choses que dans l'horreur, malheureusement. Puisqu'aujourd'hui, je me suis formée en traumatologie, donc j'accompagne beaucoup de gens dans des violences sexuelles, dans de la torture, dans des choses vraiment très, très dures.
Je peux collaborer aussi avec la justice, enfin bref. Moi, je dirais, pour rester dans quelque chose d'assez cohérent, on peut libérer beaucoup de choses. Ça marche très très bien sur les troubles du comportement alimentaire, sur le poids, sur les violences sexuelles, sur la mémoire traumatique, sur la non-estime de soi. Ça marche très très bien pour aller libérer des conflits qui ont un lien avec le corps, avec l'image, avec l'amour de soi. C'est extrêmement efficace. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient boulimiques depuis 10 ans et en quelques séances, puisqu'on a été exactement là où ça se passe, ont pu voir diminuer de façon très très visible leur TCA, quoi. Ou beaucoup de femmes qui maigrissent aussi, puisque comme on va les autoriser à vivre leurs émotions, le corps n'a plus besoin de prendre en charge ça à leur place. Donc c'est extrêmement efficace, tout ce qui touche au corps et aux émotions. Ouais, bref, moi je trouve ça fou, hein, pour le tester. J'ai vu quelqu'un arrêter de fumer aussi après une visualisation émotionnelle. Ok. Des choses comme ça, puisqu'à partir du moment où on va là où ça se passe. Par contre, après, il faut faire le travail de soutien. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas une séance. C'est-à-dire, avec l'outil de la photothérapie, on va aller là où ça se passe. On va aller libérer les émotions et on va découvrir le conflit. Mais derrière, on va faire des séances pour pouvoir réinterpréter le conflit et soutenir la personne dans ce passage qui va forcément être bouleversant, un peu difficile, de libération émotionnelle, un peu d'écroulement, un peu de le temps que la transition se fasse. C'est pas un one-shot, encore une fois, c'est plusieurs séances où on va suivre la personne dans cet accompagnement. Et donc, on accompagne à la réconciliation avec soi, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais. C'est-à-dire qu'on accompagne à accepter la réalité. Moi, j'aime bien dire, il faut vivre le senti originel, ressentir ce qui a été. Donc, on va chercher le senti originel qui s'est passé à une date précise, à un moment donné, où là, il y a eu un déni de réalité, où le conflit s'est créé, pour pouvoir le retrouver, le vivre émotionnellement et le réinterpréter en position d'adulte. Voilà. C'est-à-dire pouvoir accepter ce qui s'est passé et le regarder avec une maturité d'adulte. Donc, oui, c'est se connaître, c'est un chemin avec soi-même, c'est savoir qui on est, c'est connaître ses côtés sombres, ses côtés lumineux, accepter tout ce qui est, tout ce qui a été, pour pouvoir s'aimer pleinement, en fait. C'est une acceptation inconditionnelle de soi-même, de ce qui a été et de ce qui est, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est la clé de la guérison, en fait. Quand on est névrosé. Ouais. Et quand on est prêt aussi enfin, en tout cas, quand on est dans cette volonté, parce que c'est une démarche volontaire, ça c'est important, aussi de le préciser que on n'a pas de baguette magique, hein, et que concrètement, on force personne. Ouais. Non, mais on force personne, mais je veux dire, c'est vrai on va être dans un travail voilà, c'est une collaboration. La personne, elle va donner de soi, elle sait qu'elle va aller dans des zones de turbulence et que voilà, on va y aller, quoi. En fait, c'est surtout la personne qui va se guérir. Encore une fois, je n'ai pas le pouvoir de guérir qui que ce soit. J'ai juste le pouvoir d'accompagner quelqu'un en lui offrant un cadre sécurisant avec des connaissances que j'ai acquises pour pouvoir lui permettre de se libérer émotionnellement, donner du sens, comprendre et réinterpréter les choses. Mais du coup, la personne, sa thérapie, elle va fonctionner uniquement si elle s'engage, si elle est régulière et si elle accepte de ressentir ses émotions. Parce que mine de rien, la plupart des gens, ils sont dissociés, en fait. Ils ne vivent pas leurs émotions. Ils en ont peur. Ils en ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'on ne leur a pas appris, parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Ils ne connaissent pas le processus de libération émotionnelle. Donc, du coup, oulala, ça fait mal. Et comme on est dans une société qui fait croire qu'il faut aller bien tout le temps, ce qui est impossible, pour aller bien, il faut aller mal. Le jour, la nuit, c'est le bien, le mal. Si on veut aller bien, il faut accepter de ressentir des choses difficiles, désagréables, pour s'en libérer, en fait. Et donc, c'est ça que les gens ne font pas.
La plupart des gens, ils vont anesthésier leurs émotions avec la nourriture, avec l'alcool, la drogue, le sport, la méditation, le yoga, enfin, tout ce qui va être fait à outrance, la sexualité, c'est pour se dissocier. Se dissocier, c'est ne plus ressentir ses émotions. C'est séparer son corps de ses émotions pour pas les ressentir. Donc la photothérapie, c'est revenir dans son corps justement de façon assez confrontante en se regardant, mais ça ramène au corps pour pouvoir avoir accès à son émotionnel et le vivre. C'est dur, c'est pas agréable, parfois ça fait mal pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, mais par contre, ça je n'ai pas peur de le dire, derrière c'est terminé, c'est guéri en fait. Tu vois, à partir du moment où tu as accepté d'aller vivre ton émotion pleinement et que tu l'as vécu, c'est fini. Si tu ne la fais pas redescendre à chaque fois dès que tu as une émotion, tu appelles ta copine, tu vas boire un coup, tu sors, tu vois, et que tu la fais redescendre, en fait, tu peux jamais guérir. Donc en fait, il faut pas avoir peur d'aller mal, un temps donné, évidemment, c'est pas tout le temps, de ressentir les émotions, d'accepter de s'écrouler un peu, parce que je vois pas comment on peut reconstruire s'il n'y a pas un écroulement, quel qu'il soit, pour pouvoir passer à autre chose en fait. Donc ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage. D'ailleurs, c'est un bon livre de titre, ça, Le courage de s'aimer. Parce que franchement, travailler sur soi, mais vraiment travailler sur soi, ça demande beaucoup de courage, mais c'est pas la même vie derrière. C'est vraiment une autre vie qui vaut vraiment le coup. Ouais. Il y a une question. Je l'expérimente quand même pour le faire. J'ai absolument pas tout résolu, du tout. Mais quand même, c'est pas la même vie. Moi, j'ai expérimenté aussi et oui, moi, ça a quand même révolutionné plein de choses dont j'avais même pas conscience. Enfin, je pense que j'avais gentiment, enfoui pas mal de choses et bim, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont revenues, c'était fou. Quand tu t'as libéré ça, et voilà. Et je crois qu'on cesse pas en fait d'avancer sur son chemin personnel, quoi. Je pense qu'on a toujours à travailler sur soi. Et d'ailleurs, il y a une question de Sophie qui parlait justement qu'après un burn-out, après une prise de poids, en fait, est-ce que ça peut aider? Mais bien sûr. En fait, un burn-out, c'est juste un déni de réalité, en fait. Un burn-out, c'est quand on n'accepte pas le harcèlement, la maltraitance, les horaires trop forts, qu'on n'accepte pas qu'on ne peut plus, que c'est trop, nos limites sont dépassées, qu'on ne peut plus. Donc, on est dans un déni de réalité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas non. Et on en arrive à ce que le corps, c'est lui qui dise non à notre place, en fait. Bien sûr, pour moi, la photothérapie, c'est pour tout ce qui touche les dénis de réalité. Donc, ça peut être les burn-out, la dépression, la prise de poids, les troubles du comportement alimentaire, la tristesse, la colère, tout, vraiment. Donc, oui, bien sûr. Et il y a une autre question aussi qui est intéressante, ça fonctionne aussi avec l'anorexie mentale pour accepter de reprendre le poids, etc. Moins avec l'anorexie parce que elles sont dans ce qu'on appelle... Alors déjà, l'anorexie, ça peut être une psychose. Donc, il faut faire très attention. Moi, je ne travaille jamais avec une anorexique qui n'est pas prise en charge par un psychiatre parce que il y a certaines anorexiques qui parfois n'ont pas conscience d'être malades. Donc ça, c'est compliqué. Et surtout, elles ne se voient pas maigres. Donc, en fait, on va travailler sur les émotions, mais différemment. Donc, ça fonctionne, mais c'est plus long. Puisque sur la photo, elles vont pas plus se voir minces en fait, et elles sont assez dissociées aussi, les anorexiques. Ça marche très très bien pour la boulimie, un peu moins pour l'anorexie. Mais si on prend le temps de le faire, j'ai des beaux résultats avec l'anorexie par rapport justement, on va aller chercher dans l'émotionnel, on va pas travailler sur la maigreur du tout, ça va pas passer par là, ça va travailler sur le conflit qu'il y a derrière l'anorexie. Pourquoi est-ce que à un moment donné de ma vie, je veux perdre mes formes, je veux m'effacer, l'anorexie, c'est je veux m'effacer, c'est très mortifère, c'est très dangereux, il y a beaucoup plus de morts de l'anorexie que la boulimie, et donc l'anorexie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la gomme, c'est-à-dire
suite à un choc, suite à un déni de réalité, suite à une violence trop forte, je veux m'effacer, je veux disparaître. Donc, il faut qu'on retrouve le conflit qu'il y a derrière, mais ça, on va y aller au niveau émotionnel. Ça, on va plutôt y aller avec des visualisations, des images intérieures. Et là, oui, ça fonctionne très bien. Et il y a tout ce qui est mouvement aussi, enfin, en tout cas, plus que gestion dans l'espace ou le mouvement, en fait, plus que l'image finalement sur l'anorexie qui va bien fonctionner, Oui, je pense. c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas maigres, elles ont plus notion elles sont dans la dysmorphophobie et donc elles n'ont plus notion de l'espace. Et du coup, mais je cherche le nom de la discipline qui fait très bien ça, mais je la retrouve pas, qui travaille justement sur l'espace, le corps. Bon, ça va me revenir. Ah oui, tout ce qui est motrice, voilà, tout ce qui est motricité, ouais. Ouais. Psychomote. Voilà. Voilà. On va retrouver le nom. Aidez-nous si vous avez le nom. Ouais, exactement. Bon, c'est dommage, je m'en rappelle plus. Mais là, ça marche très bien. On peut aborder l'anorexie dans l'espace, mais ça sera pas en photothérapie. Un psychomotricien. Ça y est, voilà. Ok, voilà. Super. Pour les anorexies, travailler sur le corps et l'espace, c'est super. Merci. Et après, nous, on va le. Ah ben, je l'avais pas vu, super. Nous, en photothérapie, on va aller travailler sur l'émotionnel et sur le conflit. En fait, en gros, on va faire une visualisation émotionnelle pour aller voir quel est le bénéfice secondaire. En fait, l'anorexie, c'est contrôler ses émotions. Hein, c'est pour ne pas les ressentir. Donc, on va aller voir quelles sont les émotions qu'elles ne veulent pas ressentir et qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions qu'elles ne veulent pas ressentir. C'est un contrôle absolu de son corps et de ses émotions, l'anorexie. Contrairement à la boulimie et l'hyperphagie, qui sont une déformation du corps, hein, on va se déformer et là, on ne contrôle plus du coup ces émotions, du coup, on va les manger. L'anorexie, on les contrôle, donc on ne les mange pas, on les repousse, alors que l'hyperphagie et la boulimie, on ne les contrôle plus, donc il faut les manger pour ne plus les ressentir. Ce qui revient au même. Hein. Bon. Et puis aussi, malheureusement, l'anorexie et la boulimie, il y a énormément de violences sexuelles derrière, parce que c'est une façon aussi de se désexuer, de ne plus être désirable, soit en perdant ses formes, soit en prenant des formes, et ne plus être vu et prendre le risque de peut-être revivre des violences sexuelles. Mais ça, tu vois, il y a encore trop peu de thérapeutes, de praticiens, de personnel de santé qui font les liens, en fait. Mais en tout cas, moi, j'ai pas peur de te dire que la grande majorité des personnes qui viennent avec des troubles du comportement alimentaire, c'est parce qu'il y a eu des violences sexuelles. Parce que justement, ça sert à grossir ou maigrir. Tu vois, à déformer le corps. Ouais. Et j'ai une question aussi qui me pose. Ouais, est-ce que cela peut être complémentaire, en fait, avec d'autres outils tels que l'hypnose? Oui, absolument. Moi, déjà, dans ma pratique, il y a la visualisation, c'est une forme d'hypnose, que ce sont des images intérieures qu'on va chercher, mais absolument. La photothérapie, on peut l'associer à plein de choses, enfin, avec l'hypnose, avec l'EFT, avec le MDR, avec une psychothérapie classique, avec une psychanalyse. Pour moi, c'est la partie corporelle de libération émotionnelle. Voilà. Donc, elle peut être associée à toute forme de thérapie. Et puis, plus on collabore, mieux c'est. Il faut plusieurs thérapies pour aller bien dans la vie. Il faut plusieurs praticiens, il faut plusieurs visions, il faut plusieurs énergétiques. Enfin, on n'a pas la vérité, en fait. Personne ne détient la vérité. Et puis, moi, je vais correspondre à certaines personnes. Ma méthode, elle va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Moi, je corresponds à des gens qui ont besoin qu'on y aille, que ça soit confrontant, qu'on les aide à ce que ça sorte, qui ont besoin d'être un peu bousculés, même si c'est très bienveillant et parfois très doux. Mais ça peut ne pas correspondre pour certaines personnes qui préfèrent des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus lentes, qui ont besoin de plus de temps, en fait. Donc, ça va dépendre de chacun. Tu vois, il n'y a pas une bonne méthode. Il y en a plein qui vont correspondre à plein de gens, en fait. Ouais, puis je pense que effectivement, c'est des approches pluridisciplinaires. Ce serait mentir, hein, surtout pour les troubles alimentaires, mais pas que. Hein. Je pense qu'on a des visions complémentaires, des choses qui vont apporter à chacun, et que du coup, ce serait vraiment, on n'est pas Dieu, et qu'il n'y a pas une personne qui va détenir la vérité pour l'autre, et que voilà, c'est hyper important. Ouais. On a tous notre vérité. Moi, je propose ma vérité dans la photothérapie. Toi, tu proposes ta vérité dans la cuisine thérapie. D'ailleurs, les deux sont très complémentaires pour
complètement. ayant moi-même pratiqué la cuisine thérapie avec Emmanuelle Turquet, la fondatrice, c'est extrêmement puissant aussi. C'est à peu près le même principe pour moi, mais avec de la nourriture. Ça va quand même déclencher beaucoup d'émotionnel. Ah oui, après, oui, c'est c'est moins puissant. spécialiste que toi, mais pour moi, c'est un peu le même principe quand même. Oui, alors on a une approche. De toute façon, il y a Emmanuelle qui viendra elle en décembre pour parler, voilà, en live aussi de la cuisine thérapie. Alors c'est un peu différent. On va être vraiment dans le processus. On interroge vraiment le processus. Donc on va dire, on y va un peu plus avec douceur. C'est un peu moins confrontant que la photothérapie, mais c'est extrêmement complémentaire. Et moi, je trouve ça juste génial d'avoir les deux pratiques déjà. Rien que ça, on va loin, quoi. Oui. On avance en tout cas. Et puis surtout que la cuisine thérapie aussi, ça touche beaucoup le corps, ça touche la nourriture, c'est très proche de la photothérapie. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait la formation de cuisine thérapie qui viennent faire la formation de photothérapie. Mais après, dans la photothérapie, j'accueille, c'est très divers. Il y a autant des photographes que des art thérapeutes, que des médecins, des nutritionnistes, des diététiciennes, des éducateurs spécialisés, des infirmières. Enfin, c'est très, très, très varié, en fait, les gens qui viennent. C'est vraiment pour toute personne qui veut utiliser ces outils dans le cadre de leur travail, en fait. Ouais. C'est très, très, très... Mais moi, ce qui m'avait vraiment surpris, enfin, en tout cas, moi, quand j'avais été en formation, c'était, il y avait justement des photographes et ils ont des approches, enfin, du coup, je trouve ça génial, hein, parce que ils combinent les deux de façon super, mais qu'il y avait aussi justement une expo photo, enfin, vraiment, ça avait été poussé assez loin, hein, quand même. Du coup, je pense qu'il y a tellement de choses à proposer finalement avec la photothérapie. J'imagine que tout n'a peut-être pas été exploré, enfin, ou que chacun peut s'approprier la méthode et que derrière, tu vois, tu peux aussi adapter ton accompagnement, quoi. Absolument. Moi, de toute façon, c'est ma vision à moi, mais chacun a sa vision. Donc chacun, moi je la pratique comme ça, mais après ce que je dis à mes stagiaires, c'est vous allez la pratiquer comme vous avez envie de la pratiquer, vous allez l'intégrer déjà à vos méthodes, à vos personnalités. Il y en a beaucoup qui font par exemple des packages, des packs, des formules. Moi je fais pas ça, mais tout est possible. Et puis moi je dis souvent, vous me direz, vous m'expliquerez, ça je sais pas, parce que je connais pas tout, je sais pas tout, je ne tiens pas la vérité. J'expérimente quotidiennement, mais voilà, on est unique, donc on a des visions uniques et des pratiques uniques. C'est pour ça que si on va te voir toi, c'est pour toi et ta personnalité. Si on vient me voir moi, c'est pour ça que il ne s'agit pas d'être neutre en photothérapie. Il faut s'autoriser à interpréter, amener sa vision, puisque c'est aussi pour ça que la personne elle vient nous voir. Quand on fait un portrait thérapeutique, il faut que le photothérapeute, il exprime aussi ce qu'il voit, ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait travaillé sur lui et que l'émotion, pour un photothérapeute, c'est un maître en émotion, un photothérapeute. C'est sa matière première, l'émotion. Donc il faut que lui-même, il n'en ait pas peur et qu'il ait lui-même libéré les siennes, parce que sinon, il ne pourra pas travailler. J'aime bien dire, c'est un déstockeur émotionnel, un photothérapeute. Donc, il faut que l'émotion, ça soit un truc comme manger, boire, dormir. Moi, une émotion, voilà, je me lève le matin, je suis triste, je pleure, je suis en colère, je l'exprime, j'ai peur, je le fais. Enfin, c'est un truc qui est comme respirer, en fait, aujourd'hui. Sinon, je ne pourrais pas accompagner. En plus, la photothérapie, elle encourage l'émotion, puisque c'est derrière l'émotion que se trouve le conflit. Donc, dès qu'il y a une émotion qui pointe le bout de son nez, je dis à mes stagiaires, mais à l'attaque, on y va. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Ça, c'est chouette. C'est là que ça se passe. Et il y a une autre question de Sophie qui demande, est-ce que tu fais la photothérapie en distanciel? Alors, 90% de ma patientèle est en visio, puisque j'ai des gens du monde entier. Absolument. On peut tout faire en visio. Le portrait thérapeutique, on va prendre de la photo de l'écran. Ça revient exactement même. L'autoportrait, la personne fait sa photo. La visualisation émotionnelle, on peut la faire en visio. Le travail du corps au miroir, il suffit d'avoir la caméra sur la personne. On peut tout faire en visio sans aucun problème. Et c'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs. Parce qu'au début, j'aurais même pas imaginé que c'était possible. Et puis, je l'ai tenté, je l'ai essayé. Et il y a même certains outils qui marchent mieux en visio qu'en présentiel. Par exemple, la visualisation émotionnelle, elle est plus puissante en visio
parce que je pense que les gens se sentent plus en sécurité derrière leur écran et du coup, on va beaucoup plus loin qu'en présentiel. Donc même parfois, je dis aux gens, bah, même s'ils sont pas très loin du cabinet, on va le faire en visio parce que ce sera plus efficace. Ok, chouette. Ouais. Donc, Ok, ah ouais. J'ai jamais testé la visualisation émotionnelle en distance. Alors là, on parle de plein de mots, mais j'imagine qu'il y a des gens, ils savent pas du tout ce que c'est tout ça. Juste en version peut-être assez, je me rends pas compte du timing là parce que j'ai même pas le. Ouais. Donc si tu peux au moins expliquer brièvement c'est quoi ces outils parce que du coup je pense qu'ils savent pas. Ouais. Tu as tout à fait raison. Donc en fait, moi j'ai créé des outils très spécifiques pour des besoins spécifiques. Donc le premier outil, c'est ce que j'ai appelé le diagnostic. C'est la première séance où j'ai créé comme un scénario. On va mener une enquête avec des choses très précises à faire, à dire et à exécuter pour obtenir le plus d'informations. Moi j'étais journaliste, donc presque ce que je fais, c'est plus une enquête journalistique que thérapeutique. Moi, ce que je cherche ce que je dis à mes stagiaires, c'est qu'il faut que vous compreniez ce qu'on vous raconte. Donc, tant que vous n'avez pas compris, vous passez pas à autre chose. Donc, c'est comme une espèce d'enquête qu'on va mener avec plein d'outils à l'intérieur, des rythmes, des choses à dire, à faire, pour avoir le plus d'outils et retrouver ce fameux moment où le déni de réalité s'est passé avec le conflit et les émotions. Et suite à cette première séance, donc qui est le diagnostic, on va proposer une deuxième séance avec un outil concret spécifiquement adapté à la problématique de la personne. C'est-à-dire que moi, je ne sais jamais à l'avance ce qu'on va faire. Ça va dépendre de ce que la personne, elle va amener, elle va dire, elle va faire et de ce qu'on va trouver. Donc ça, c'est le premier outil qui est très puissant. C'est comme un entonnoir où on va acculer la personne à dire, à exprimer ses émotions. Et ça marche très, très bien. En 45 minutes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver le travail adapté. Ensuite, et c'est souvent ma deuxième séance, c'est ce que j'appelle la visualisation émotionnelle. Donc, ça va être comme une petite forme d'hypnose, mais c'est beaucoup plus léger. On n'a même pas besoin d'aller en hypnose. Où je vais confronter la personne, cette fois-ci avec des images intérieures, imaginaires, à sa problématique et sans sa problématique. C'est-à-dire que je lui mets son conflit et je lui mets ses émotions et je lui retire ses émotions. Donc, en fait, ça va nous donner immédiatement son conflit. C'est très, très puissant. Donc, quel est mon bénéfice secondaire à avoir 10 kilos en plus? Quel est mon bénéfice secondaire à fumer? Quel est mon bénéfice secondaire à ne pas gagner d'argent en faisant quelque chose que j'aime? Quel est mon bénéfice secondaire, je ne sais pas, moi, avoir tel symptôme? Et donc, la visualisation émotionnelle, en 45 minutes, c'est un truc de fou. On va avoir toutes les réponses. On va trouver le conflit, en fait. Et suite à ça, les autres séances vont servir à dénouer le conflit et le réinterpréter. Donc la visualisation émotionnelle, c'est une confrontation à ces images intérieures qui va déclencher les émotions et nous amener le conflit. Donc pour vulgariser, c'est comme de l'hypnose, mais de façon beaucoup plus légère. Ensuite, on a le portrait thérapeutique, qui est un outil extrêmement puissant et confrontant, où je vais te photographier le visage de face, de façon assez serrée, pour figer ton visage et tes émotions. Et ensuite, je vais te mettre face à ton portrait et je vais t'amener à te regarder. Et sur le portrait thérapeutique, il y a toute ton histoire, il y a toutes tes émotions, il y a tout ton déni, il y a tous tes conflits. On voit même la dissociation. C'est à ma connaissance le seul outil où on peut voir visuellement la dissociation. Et donc, du coup, en te regardant, ça va immédiatement venir là où est l'émotion et la déclencher. Et ce qui est extraordinaire dans cet outil, c'est que c'est la personne qui amène le travail, qui fait les liens et qui va exactement là où elle a besoin d'aller. Son inconscient, c'est exactement là où ce qu'il est venu lui faire travailler. Donc ça, c'est un outil qu'il ne faut jamais faire en première séance, voire en deuxième, parce que c'est extrêmement puissant. Il faut vraiment avoir créé le lien thérapeutique avec la personne, parce que c'est très confrontant et ça peut être dur parfois de se voir triste, en colère, déprimé, dissocié. C'est quand même difficile. Et parfois, et puis se voir tout court aussi. Non, mais se voir tout court, parce qu'il y a des personnes qui se regardent jamais, qui se supportent pas en photo. Donc là, pour le coup, t'es face à toi, quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est que il y a des gens qui ont même plus de miroir chez eux, qui se regardent plus depuis très longtemps. Donc juste le fait de te voir en photo, de te voir dans, en fait, c'est vraiment te voir dans la réalité.
Le portrait thérapeutique, comme tous les outils d'ailleurs, hein, c'est vraiment te confronter au réel. Donc, comme tu passes ton temps à le nier, à le fuir, il y a beaucoup de gens, tu sais, quand ils font des photos, ils mettent des filtres, ils sont maquillés, ils ont le profil comme ci, comme ça. Ils se voient jamais comme ils sont, en fait. Donc là, le portrait thérapeutique, ça t'oblige à te voir comme tu t'es jamais vu dans ta réalité du moment présent. Donc, c'est super dur. Enfin, mais en même temps, waouh! Derrière, t'es passé à la machine à laver, quoi. T'as résolu des milliards de choses, quoi. Donc, c'est très, très, très puissant, le portrait thérapeutique. Ensuite, tu as l'autoportrait qui va permettre, donc là, pour le coup, c'est plus de l'art-thérapie. C'est la personne qui va faire elle-même un portrait d'elle-même. Donc, on peut donner un thème ou pas de thème. On va se mettre en scène, on va se montrer d'une certaine façon. Et ce qui est génial avec l'autoportrait, c'est qu'en fait, l'inconscient s'invite sur l'image parce que tout nous échappe. Donc nous, on a voulu faire une photo comme ci, comme ça, de telle façon, dans tel endroit, sous telle lumière. Et puis on n'a pas vu que derrière, il y a le tableau qui montre quelque chose de spécifique, que la lumière, elle est dans le dos, qu'il y a une ombre qui va venir cacher une partie du visage, que c'est le féminin ou le masculin qu'on va mettre en avant. Enfin, c'est génial, l'autoportrait. D'ailleurs, il ne faut pas trop que je le dise pour les prochains stagiaires. Parce qu'en fait, tout nous échappe. Et en fait, pour moi, l'autoportrait, ça sert à matérialiser l'inconscient et à pouvoir utiliser la matière, les messages de l'inconscient sur la photographie. Voilà. Donc ça, c'est génial, l'autoportrait pour ça. Ensuite, on a le travail du corps miroir, qui va être la même chose que le portrait thérapeutique, mais pour le corps. C'est-à-dire que je vais placer la personne en sous-vêtements face au miroir. Donc, comme tu dis très bien, il y a plein de gens qui se regardent jamais. Donc c'est aussi très confrontant, mais je le fais pas en photo parce que le corps il bouge pas. Si je fais le visage en photo, c'est parce qu'on a des mimiques et donc la photo elle fige, elle capture, mais le corps il a pas besoin. Donc devant un miroir ça suffit, et donc je vais confronter la personne à regarder son corps et on va voir ce que le corps vient nous raconter. Et donc c'est pareil, c'est une vraie mise à nu dans tous les sens du terme, où la personne elle va laisser son corps se raconter, laisser les émotions émerger, les conflits apparaître pour pouvoir les dénouer. Donc, c'est hyper puissant. Alors, c'est un travail du corps miroir, ça dure entre 3 et 6 séances. Et puis, je me suis aussi inspirée du décodage biologique pour pouvoir aller voir les pathologies, les syndromes, les symptômes du corps. Et c'est pareil, hein, derrière chaque symptôme, il y a un conflit. Et en décodage biologique, ils ont été décrypter les symptômes en fonction des organes touchés. Donc, par exemple, si j'ai un problème à l'estomac, l'estomac, ça sert à digérer. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on ne digère pas. Et comme le corps est obligé d'être en équilibre en permanence, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a un conflit, lui, il va trouver une solution pour retrouver cet équilibre et il va créer la maladie, le mal a dit. Hein, qu'est-ce que le mal a dit? Qu'est-ce que la maladie vient raconter? Donc, il va pallier. C'est comme s'il y avait un vide émotionnel, on va faire un plein physiologique. Donc, si tout d'un coup j'ai un ulcère, je sécrète trop d'acide, c'est sûrement que émotionnellement il y a quelque chose que je ne digère pas. Donc, mon estomac va se mettre à sécréter plus d'acide pour m'aider à digérer. Donc, c'est passionnant aussi le décodage biologique. C'est qu'est-ce que le corps prend en charge qu'émotionnellement on n'arrive pas à faire. Donc, en fait, la maladie, c'est la solution trouvée par le corps pour résoudre un conflit. Donc, c'est passionnant. Donc, le travail du corps miroir, en fait, je vais utiliser tout ça pour aller voir pourquoi tu as la cheville bloquée, pourquoi tu as fait un tatouage du côté masculin au féminin à cet endroit-là, qu'est-ce que ça vient raconter, pourquoi tu as mal au dos, pourquoi tu en as plein le dos. Enfin, bon, je te dis des trucs un peu bébêtes, mais on peut aller très, très loin dans les symptômes et dans les pathologies, quoi. C'est, par exemple, de l'eczéma, la sécheresse de la peau vient raconter une sécheresse affective. Donc, c'est souvent un conflit de séparation, quelqu'un qui nous manque, dont on est séparé, et donc on a une sécheresse cutanée qui pallie au manque de chaleur, de toucher. Hein. L'eczéma, c'est quand on n'est plus touché, en fait, par exemple, par quelqu'un. Donc, tous ces outils, en fait, ça va quand même permettre de résoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits quand même. On va pouvoir nettoyer beaucoup de choses. Et puis, si notre état naturel, c'est la joie et l'abondance et l'amour, le but, c'est de plus avoir d'émotions, en fait. C'est d'avoir que des sensations. Ouais. Hein pas tout de suite, non. Pourquoi pas, hein, parce
que les sensations, c'est des informations sur l'extérieur, les émotions, c'est des informations sur nous. Mm. Donc, quand on a résolu nos conflits intérieurs, on est censé ne plus avoir d'émotions et du coup se diriger uniquement avec les sensations. C'est pas la même chose du tout. Hein. Mais ouais, si on pourrait arriver à avoir en tout cas un système émotionnel quand même plus ou moins équilibré. Un système nerveux équilibré quand même. Alors, tu parles souvent des archétypes féminins et masculins. Alors, du coup, juste si tu peux nous en toucher 2 mots, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément cerné cette partie-là non plus. Absolument. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. On a tous en nous un couple symbolique féminin-masculin. C'est plutôt quelque chose d'énergétique. C'est-à-dire que le féminin va être tout ce qui va être l'intériorité. Et le masculin va être tout ce qui va être l'extériorité. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre, l'un n'est pas mieux que l'autre, et on ne peut pas vivre sans l'un ni sans l'autre. Par exemple, je te donne un exemple. Le féminin, ça va être tout ce qui va être les émotions, l'intuition, la créativité, l'amour, la douceur, tout ce qui va être l'intérieur. Donc ça va être les idées, tu vois. Le masculin, ça va être tout ce qui va être l'agir, l'action, le mental, le pouvoir, la force. Donc, par exemple, tiens, j'ai envie de faire de la peinture. Ça, c'est féminin, c'est une idée, c'est intérieur. Mais je vais être obligée de l'acheter et la faire. Et ça, c'est masculin, puisque c'est l'action et c'est l'agir. Donc, si je n'ai pas de féminin, je ne peux pas avoir l'idée de faire quelque chose. Mais si je n'ai pas de masculin, je ne peux pas le réaliser. Donc, si on a trop de féminin, ça va être des gens qui vont être trop dans leurs pensées, leurs émotions, mais qui ne vont pas passer à l'action. Et puis, quand on a un masculin qui est trop développé, on va être que dans l'agir. On va faire, on va pas écouter ses émotions, tu vois, on va vraiment être dans l'agir, le faire, tu vois. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un équilibre entre le féminin et le masculin. Et ça aussi, on le travaille beaucoup en photothérapie parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes dans notre société qui ont vécu beaucoup de violences, qui ont dû beaucoup se défendre, se protéger. Donc ça, c'est le masculin. Donc, qui ont surdéveloppé un masculin, c'est-à-dire un guerrier, qui sont partis se protéger, agir, faire, repousser. Donc, c'est le masculin. Et qui ont un féminin qui est très en retrait, qui est très effacé et qui, du coup, ne peuvent pas vraiment être dans l'équilibre de leur vie. Donc, on va apprendre à recevoir. Le féminin, c'est recevoir. On dit que le masculin, c'est celui qui fournit, qui pourvoit. Et le féminin, c'est celui qui récolte et qui accueille. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même d'être en équilibre pour pouvoir recevoir, pouvoir être dans son intériorité autant que son extériorité. Et vice-versa pour le masculin. Donc là, on n'est pas mieux que l'autre. Ça n'a rien à voir avec être un homme ou une femme. On a tous ce couple intérieur, comme des parents intérieurs, un couple intérieur qui est censé être en équilibre pour nous permettre d'avoir une vie plus douce, plus équilibrée. Voilà, j'espère que ça a été clair. Moi en tout cas oui. Après, n'hésitez pas. Si jamais il y a des questions, c'est le moment parce que on va bientôt arriver à la fin. Donc surtout s'ils avaient 2-3 questions, n'hésitez pas à nous les poser. Sinon on répondra. Enfin, Elodie prendra le temps d'y répondre de toute façon après sans souci. Du coup, c'est quoi ton actu, Elodie? Enfin, tu nous parlais de ton livre qui sort bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, j'imagine que oui, ça a bien. Donc effectivement, il y a le livre qui va sortir aux éditions Erol en mars 2025 pour le salon de la photo, où je coécris avec Priscilla Gissot, justement, qui fait, elle, la photographie thérapeutique. Donc moi, j'ai mes séances en vision en cabinet, où vous pouvez me trouver sur Therapies, séances individuelles. Ensuite, j'ai les formations de photothérapie, donc j'ai appelé ça thérapie corporelle et photothérapie, que je fais là, le prochain il est en octobre. Et ensuite, ça sera en mars 2025. Donc ça, il y en a tout le temps. Et puis ensuite, je fais des retraites
donc notamment une retraite qui s'appelle Femmes puissantes, où on va empuissancer le féminin, justement, c'est-à-dire aller guérir, libérer tout ce qui nous empêche d'être dans notre puissance de femme. C'est-à-dire eh bien guérir le transgénérationnel, l'enfant intérieur, les émotions, les conflits, aller à la rencontre de la plus haute version de soi. Moi, je l'ai appelée la déesse intérieure, qui existe déjà d'ailleurs, hein, faut juste aller la chercher. Et donc ça, je fais ça en binôme avec Olga Benetton, qui est photographe et qui, elle, fait de la photographie thérapeutique et donc qui fait un shooting à la fin de la retraite. C'est une retraite de 4 jours où Olga fait un shooting. On va illustrer la déesse intérieure, on va témoigner de ce qui s'est passé. Donc pareil, il y a de la photothérapie, il y a des ateliers, il y a de la théorie. Enfin, c'est une retraite très, très puissante qui est extraordinaire. Donc là, elle est en novembre, elle est complète et il y en a une en février qui arrive. Et ensuite, j'ai des programmes en ligne que vous pouvez faire tout seul, sans moi, à votre rythme, que vous trouvez sur mon site ou dans ma bio sur Instagram, où j'ai un programme professionnel pour comprendre les kilos émotionnels. Donc, on va aborder justement les émotions, le décodage biologique, les troubles du comportement alimentaire, la mémoire traumatique, les violences sexuelles, le syndrome d'abandon. Enfin voilà, c'est 5 heures de théorie. Bah, tu as fait d'ailleurs la masterclass, Marion. Ouais, c'était top. Wow. Ouais, voilà, on va aller voir tout ça. Et puis il y a le programme pour le faire pour soi-même, où il y a le contenu de comprendre les kilos émotionnels, mais avec 18 ateliers justement pour pouvoir libérer les émotions, résoudre les conflits, où j'ai tourné 18 ateliers pour que vous puissiez les faire tout seul, et ça s'appelle « Je me libère de mes kilos émotionnels » pour que vous fassiez ce programme. Donc c'est un programme que vous pouvez aussi conseiller à vos clients, à vos patients, et qui peuvent faire en parallèle des séances pour pouvoir continuer à travailler en dehors des séances. Donc c'est aussi extrêmement puissant. Et c'est la retraite que je faisais avant présentiel, que je fais plus, qui est la source de ce programme. Et puis, il y a aussi le module 2 de la formation de photothérapie maintenant qui est en ligne, la partie théorique, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et il y a le module 1 qui va arriver en ligne aussi, pour tous les gens qui sont un peu partout dans le monde et qui ne peuvent pas venir en présentiel. Vous allez pouvoir très bientôt le faire en ligne. Ouais, vous allez pouvoir vous former au module 1, module 2. Alors, pas au module 3 parce que c'est de la pratique. Non, ouais. Donc, on sera toujours ensemble. Mais en tout cas, le module 1, module 2. Le module 2 est déjà en ligne. Le module 1 arrive là, courant novembre. Et vous pourrez le faire. Voilà. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site qui est photo-thérapie.com ou sur mon Instagram ou sur mes Facebook. Enfin, en tout cas, sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, et puis pareil, je fais des podcasts, des conférences, des masterclass, plein de choses aussi tout le temps et à venir. Et puis il y a surtout les livres où là vous aurez. Alors évidemment, il n'y aura pas tout, hein, ça ne remplace pas une formation, ça ne remplace pas un présentiel, bien évidemment, mais vous aurez la base quand même des deux pratiques. D'ailleurs, on va te retrouver bientôt dans mon podcast vers le jour où vous aimerez pour de vrai, où du coup tu participes aussi, tu nous partages des petites choses un peu aussi de ta vie et pourquoi t'en es arrivé là. Donc si jamais quand ça sortira, ce sera l'occasion d'écouter encore autre chose. Il y avait juste j'en profite pour dire que tes podcasts sont formidables quand même. Il faut quand même aller les écouter. Hein, c'est vraiment super ce que tu fais, Marion. Bravo. Merci Élodie. Juste une précision parce qu'il y avait une question qui était une précision sur vivre sans émotion. Visiblement, il y avait juste cette partie-là. C'est quoi vivre sans émotion? Les émotions, c'est le conflit intérieur. Enfin voilà, est-ce que tu peux juste je vais juste résumer très rapidement parce que c'est quand même effectivement la chose clé de toute ma méthode. En gros, pour résumer, pour moi, Élodie, et ça n'appartient qu'à moi et à ma vérité à moi et à d'autres, notre état naturel est l'amour. Qui en découle la joie, l'abondance, le bien-être, voilà. Ça serait notre état naturel. Et donc, quand on n'est pas dans cet état naturel, donc ça, c'est ce qu'on appelle les émotions positives. Hein, tout va bien. Je ressens du positif, de la joie, du bonheur. C'est mon état naturel, qui devrait être naturel. Et quand je ne ressens pas ça, quand je ressens des émotions dites négatives, c'est qu'il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur. Le conflit intérieur, comment va se créer un conflit intérieur? Ça va partir d'un déni de réalité. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité, parce que je suis trop jeune,
je n'ai pas un cerveau mature pour pouvoir accepter et comprendre la réalité. Donc, je vais la refuser ou l'interpréter différemment. Ce qui va créer un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur va créer une émotion dite négative. De la peur, de la colère, de l'angoisse, du dégoût, X émotions. Et donc, pour moi, quand je dis un peu de façon provocatrice, le but, ce serait de plus avoir d'émotions, c'est-à-dire d'avoir résolu ces conflits intérieurs. Puisque si notre état naturel, c'est l'amour et la joie, et ben, les émotions dites négatives sont source de nos conflits. Et si on résout nos conflits, eh bien, on va revenir à notre état d'abondance et d'amour naturel. Et donc, du coup, eh ben, c'est là où je parle de se guider avec les sensations, puisque les sensations nous donnent des informations sur l'extérieur, le monde, et les émotions nous donnent des informations que sur notre intériorité. C'est-à-dire que personne ne peut nous créer des émotions. On est 100% responsable de nos émotions, en fait. Les gens peuvent les déclencher, mais pas les créer. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir créé nos émotions. Ça, c'est une déresponsabilisation totale. Hein. Je suis responsable à 100% de ce que je ressens et c'est pour ça que je vais pouvoir aller le résoudre en retournant au conflit derrière l'émotion. Mais quand on dit à quelqu'un c'est à cause de toi que, non, c'est pas possible. Par contre, une parole, un acte, un geste a pu déclencher ou redéclencher le conflit originel. Tu vois, une mémoire traumatique, une émotion. Hein. Et donc, le but, c'est d'aller retrouver ce conflit originel, s'autoriser à vivre l'émotion qu'il y a derrière et réinterpréter le conflit avec un regard d'adulte pour pouvoir l'accepter. Parce que la vie nous demande d'accepter la réalité à chaque souffle et à chaque seconde. C'est ça la santé. Être en santé, c'est accepter la réalité à 100% dans le moment présent. Et sinon, ça crée le dysfonctionnement, les conflits, la maladie, les symptômes. Et le réel, il est toujours plus fort que nous. Même si on ne le veut pas, même si c'est pas acceptable, même si c'est pas croyable, même, le réel, il est plus fort que toi. Donc la photothérapie, c'est accepter le réel en s'y confrontant pour vivre ses émotions, dénouer les conflits et les regarder en adulte. C'est pas mal Merci. résumé. Ouais, super. Non, bravo, parce que du coup, voilà, il y avait, je crois qu'il y avait quelques incompréhensions, enfin, en tout cas, encore des questions. Alors, c'est très provocateur de dire le but, c'est de plus avoir d'émotions. Hein. Mais au moins, ça percute et ça permet de peut-être aller un peu plus regarder ce que ça veut dire. Hein. Donc, en tout cas, plus avoir d'émotions négatives. On va dire ça comme ça. Mais pour ça, il faudrait peut-être 10 000 vies. Ce serait sûrement ce qu'on appelle la fin du karma, d'ailleurs. Et si tu avais là un mot pour... t'aurais envie de dire quoi ce soir aux personnes qui nous écoutent, en tout cas, ou voilà, qui sont là, ou qui vont nous écouter plus tard? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement pour que ils continuent à s'aimer pour de vrai, ou qu'ils aillent en tout cas dans ce sens-là? Ouais, en fait, c'est tout mon combat, c'est tout ce pourquoi j'ai créé cette méthode, c'est de... En fait, la souffrance, ça ne sert à rien. C'est que des conflits et des émotions pas vécues ou des négations de réalité. N'ayez pas peur de vos émotions, en fait. Ça ne tue pas. Et je dis souvent cette phrase, tout ce qui est tue, tout ce qui est dit, vit. Et en fait, tant que vous n'allez pas vivre vos émotions, vous ne pourrez pas guérir vos conflits, en fait. Une émotion, ça ne tue pas. On n'y reste pas. C'est comme une vague. Du coup, j'ai jamais vu une vague rester en l'air. Si on vit une émotion, elle finit toujours par partir et à retomber. Peut-être qu'il faudra plusieurs événements, plusieurs années, mais on finit toujours à bout d'une émotion. Et en fait, c'est ça la clé de la guérison, c'est ça la libération. Accepter d'avoir mal, accepter de ressentir. En fait, vous allez vivre, ça va vous libérer, vous allez pouvoir avoir la vie que vous voulez. Mais tant que vous avez peur de vos émotions, que vous ne les vivez pas, que vous les anesthésiez, que vous les mettez de côté, que vous ne prenez pas soin de vous, que vous n'écoutez pas, en fait, vous ne pourrez jamais aller bien, en fait. Enfin, il n'y a pas de généralité, mais vivre ses émotions, c'est guérir et c'est vivre. Voilà. Et j'aime bien dire, la photothérapie, c'est se voir pour se croire. Voilà. Hein. Avoir le courage de se regarder, c'est avoir le courage de guérir et de s'aimer. Voilà. Merci, parce que du coup, là, on finit sur une note assez forte, quand même. Et vraiment, et puis surtout, je forme des gens, c'est des gens en qui j'ai confiance.
qui sont sains, qui sont à même de pouvoir vous accompagner de façon bienveillante, sécurisante, qui sont vraiment à cœur d'accompagner les gens dans leur transformation. Voilà, n'ayez pas peur de la photothérapie, n'ayez pas peur des photothérapeutes, en tout cas qui ont fait mes formations ou celles de Priscilla. Les autres, je les connais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup. Ouais. Ça on gagne beaucoup de temps, en fait. Ouais, moi je confirme, c'est puissant et honnêtement c'est tellement fort. Enfin, pour l'avoir vécu à titre personnel et en plus le faire vivre, il se passe des choses, c'est génial. Donc je vous invite si vous avez l'occasion de tester, c'est avec vous. N'ayez pas peur d'y aller, ça vaut le coup. C'est clair. Bah écoute, merci Elodie. On pourra en parler, je pense, pendant des heures. Mais bon, on va devoir arrêter là. En tout cas, merci pour ce rendez-vous qui était dans le cadre de la Guilde des alchimistes. Donc, ce sont des temps avec des masterclass, des temps d'échange où on parle en fait d'accompagnement autour de s'aimer. En fait, l'idée c'est ça, aller vers le jour où on va s'aimer pour de vrai. Écoute, on se retrouve si vous voulez. Le prochain rendez-vous c'est le jeudi 7 novembre, que je dise pas de bêtises, à 12h30 ce coup-ci, avec Anne de Enquête de style, où là on va plus parler en fait de conseils en images, de la silhouette, de comment prendre plaisir aussi à s'habiller, parce que quand on se sent pas bien dans son corps, parfois c'est complexe. Donc là pour le coup, elle va avoir une approche très douce aussi. Elle a vraiment son regard hyper chouette. Donc je vous invite à venir. Et puis on retrouve donc Emmanuelle, donc la fondatrice de la cuisine thérapie, Emmanuelle Turquet, qui va elle nous parler en fait en quoi la cuisine thérapie va finalement aller accompagner à s'aimer pour de vrai. Wow. Donc Elodie, merci pour tout. Merci à toi. C'était très chouette de t'avoir. Merci à tous pour votre présence, vos questions, à ceux qui nous regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et puis on vous dit à très vite, à bientôt. Préciser que ça sera sur nos Instagram et sur nos chaînes YouTube. Donc c'est des choses que vous pourrez re-regarder et même diffuser si vous trouvez que c'est intéressant et que ça pourrait parler à des gens et aider d'autres gens. Ouais, surtout. N'hésitez pas à le partager, mais oui, ce sera à dispo. Merci Elodie, c'est le genre de détail que tu vois, moi je suis là-haut. Donc voilà. Super. Bonne soirée à tous et puis à très vite. Merci beaucoup Marion. À bientôt. À bientôt.